situation tout à fait particulière. Je reviens à Genève, donc je reviens dans mon pays et dans ma ville, mais je reviens aussi dans cette salle, 8 ans plus tard, une salle dans laquelle j'ai organisé je ne sais pas combien de rencontres pendant des années, puisque je suis resté ici à De Saussure, j'ai enseigné ici pendant de nombreuses années. Après être passé à Sismondi, je peux voir dans la salle même d'anciens professeurs. Donc, alors je disais que j'avais dit oui, je suis désolé. C'est un destin qu'on partage. Merci de cela en tout cas. Et à vous tous. Je vais essayer J'ai essayé d'aller directement au but et je remercie également le docteur Jean-Charles Riel. Effectivement, je pense que c'est une connaissance de longue date. C'est aussi un médecin et un homme politique qui défend un certain nombre de positions de principe qui sont à l'honneur de ce pays, qui sont à l'honneur de son parti au départ aussi, mais à l'honneur de ce pays surtout. À l'honneur de la Suisse. Et j'ai beaucoup répété sur la question palestinienne que c'est vrai qu'on a eu à l'intérieur parmi les politiciens suisses, comme on a eu également au niveau d'un certain nombre de parlementaires européens, des positions dont il faut reconnaître qu'elles sont courageuses, qu'elles sont déterminées, et qu'il ne faut surtout pas que nous transformions la cause palestinienne en quelque chose de strictement religieux, qui concernerait que les musulmans, de strictement ethnique, qui concernerait que les arabes. Mais c'est une question humaine, de droits humains, qui concerne toutes les femmes et tous les hommes qui, en Europe et à travers le monde, s'intéressent à la dignité humaine et défendre les droits humains et défendre les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et s'opposent à tout type de colonisation, qu'elle porte ce nom ou qu'elle en porte un autre. Et donc, j'aimerais aussi commencer par cela parce que c'est aussi quelque chose qui est dans l'essence même du travail de droit pour tous, c'est d'en faire une question qui touche tout le monde, qui sort des clivages, qui sort des appartenances spécifiques pour en faire une question politique de premier ordre. Et surtout une chose qui me paraît importante, et vous allez le comprendre également dans mon propos, qui refuse absolument de faire de la question palestinienne une question strictement humanitaire. Les pauvres Palestiniens à qui il faut apporter de l'argent parce qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'accès à l'eau. La question palestinienne, d'ailleurs, comme pratiquement toutes les questions humanitaires à travers l'Afrique, c'est d'abord, mais là de façon beaucoup plus claire, parce qu'en même temps, on a une colonisation, on a une occupation armée, on a une occupation armée, on a une oppression caractérisée, caractéristique. Et bien, à partir d'un certain moment, c'est une question politique qui a des conséquences humanitaires, et donc inductivement on peut passer à l'humanitaire si et seulement si on pose la question politique comme une condition du débat, et non pas comme certains aimeraient aider les Palestiniens, ou même parfois en disant vous pouvez aider les Palestiniens, mais c'est en leur envoyant des habits, en leur envoyant de l'argent pour les écoles, qui ne valait rien faire d'autre que de s'occuper de la périphérie du problème, ou les conséquences du problème. Je pense que ce que fait Droit pour tous, comme un certain nombre d'autres organisations, eh bien, ça nous rappelle ces éléments-là. Alors, trois choses en matière d'introduction, parce que moi, que je salue également avec toute son équipe, et vous avez vu toute la liste des activités, c'est assez impressionnant de pouvoir les mener sur une année de cette façon-là, et avec constance, puisque ça fait en même temps longtemps que cette idée de se souvenir des Palestiniens, eh bien, semaine après semaine, eh bien, il y a un rassemblement, il faut le rappeler. Eh bien, à un moment donné, quand ce processus a commencé, ou qu'on nous a annoncé qu'il avait commencé de façon visible, parce que entre ce qui fut visible médiatiquement et ce qui fut réel politiquement, il y a un écart. C'est-à-dire que les dynamiques qui ont mené en Tunisie, comme ensuite en Égypte, et dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, au soulèvement des peuples, ce sont des éléments qui, à un moment donné, il y a eu un déclencheur, catalyseur,
l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, paix à son âme. Et donc, il y a un élément déclencheur. Par contre, ce qu'ont raison de dire tous les syndicats tunisiens, mais également tous les politiques égyptiens, c'est qu'avant ceci, il y avait véritablement déjà des mouvements, des manifestations. On n'est pas dans des mouvements qui naissent de rien. Il y a des déclencheurs et puis il y a des conditions objectives, historiques. Il faut qu'à un moment donné, ce déclencheur prend dans une société donnée. Mais pourquoi il prend? Parce que les peuples font face à des conditions sociales, politiques et économiques qui ne sont pas tenables. Donc on a la conjonction de donner d'un fait qui va produire une décharge émotionnelle et puis des données économiques objectives et des données politiques qui sont non moins objectives. Et donc il faut tenir compte. Cela étant, ayant dit cela, ce que j'ai essayé de faire au moment où j'ai essayé d'analyser et qui m'a amené à écrire ce livre sur le réveil arabe, c'est de dire qu'est-ce que l'on savait avant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment et vers quoi allons-nous? Parce que la vraie question, elle est celle-ci. Il ne s'agit pas simplement de s'émouvoir parce que les peuples se lèvent, on sait où ils vont. C'est-à-dire quelle est la direction que prend le mouvement. Et aujourd'hui, il faut être optimiste, et je partage avec les deux présentations le fait qu'il faut être du côté des peuples. Optimisme oblige quant au réveil des peuples. Il faut de ce point de vue-là être resté prudent. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est à force d'avoir un optimisme béat, on finit par ne pas se rendre compte que tout peut être encore récupéré de façon tout à fait vicieuse et cynique. Et j'en dirai un peu. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on s'arrête aux faits et qu'on essaye de comprendre, et qu'on le fasse à la lumière de la question israélo-palestinienne et de la question palestinienne. On ne comprend pas le Moyen-Orient, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cette région, le Moyen-Orient en tant que tel, est l'Afrique du Nord à laquelle on peut ajouter ces dynamiques, puisque c'est de là que ça a commencé. On ne comprend pas la réalité de cette région si on ne comprend pas la centralité de la question israélo-palestinienne. C'est-à-dire que penser aujourd'hui que Israël, ou les États-Unis, ou l'Europe, ou la Chine, ou la Russie, ou l'Afrique du Sud, ou les pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud observent ce qui est en train de se passer, en ne considérant pas les dynamiques qui sont en jeu et la géostratégie, c'est faire preuve d'une naïveté, mais d'une naïveté coupable, parce que les conséquences de cette naïveté, ça va être des morts et des contre-coups. Donc on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas se permettre la simplicité ou la superficialité d'une joie parce qu'on va vers la démocratisation et non pas de la lucidité pour la construire et la protéger. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de regarder et d'observer ce qui s'est passé, d'essayer de dire et de se rendre compte de la centralité de la question palestinienne sur ce dossier et j'y reviendrai. Donc comment, à partir de cela, comprendre ce qui se passe et comment s'engager, parce que cette compréhension des faits, elle va aussi déterminer l'angle vis-à-vis duquel on peut, par rapport à nos propres gouvernements en Europe, s'engager et continuer à s'engager, par rapport à notre citoyenneté aussi, à nous comprendre aujourd'hui que tout est lié. C'est-à-dire que notre engagement, il y a des jeunes qui viennent me demander, par exemple, aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, viennent me dire, c'est le cas par exemple là maintenant en France, avec tout ce qui est en train de se passer, en se disant mais pour qui voter, comment faut-il... Et là, vous comprenez, et c'est là ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que autant on peut être, par rapport à nos démocraties aujourd'hui, on peut être déçu, on peut être critique, on peut se rendre compte que finalement, avec la crise économique qui vient de se passer sur les 3 dernières années, on s'est rendu compte d'une chose qui était réelle, c'est-à-dire que les politiques n'ont qu'un pouvoir limité sur les décisions internationales. Que finalement, on peut, en l'espace de 3 mois, quand une crise opère, changer les élus par des technocrates. Ça s'est passé en Italie, ça s'est passé en Grèce, ça peut se passer n'importe où. C'est-à-dire les technocrates, ils ont une spécificité, c'est que ce ne sont pas des élus. Ce sont des personnes qui vont, à partir de leurs compétences économiques, tenter de stabiliser la crise ou de la dépasser. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on nous annonce
le journal L'Économiste annonce que le prochain sur la liste, alors que personne n'en parle à quelques semaines des élections, la France est dans une situation de dette effroyable, extrêmement difficile. Et donc il se peut tout à fait que le processus de la crise continue. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pour nous que tous ces liens qui sont liés à nos processus politiques de démocratie, nous en tant que citoyens, si on veut essayer d'avoir un rôle, si on veut pouvoir porter une voix, être la voix aussi des sans-voix ici en Europe, il faut comprendre nos propres logiques, il faut comprendre les propres logiques de nos gouvernements pour se situer politiquement dans une démarche affirmée de soutien aux opprimés du Sud et d'engagement pour plus de justice politique, sociale et économique dans nos pays. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement que nous observions tous aussi comme des spectateurs du Sud et du Moyen-Orient, mais comme des acteurs déterminés de ces réalités-là, sur lesquelles nous avons à prendre une position. Alors, première des choses, les faits. Vous savez, la première des conditions pour moi, quand on approche ce qu'on appelle le printemps arabe ou les révolutions arabes, c'est mettre entre parenthèses son émotion et commencer à développer un esprit critique par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je peux vous dire que pendant les 8 derniers mois, dans mes prises de position, j'ai eu affaire à beaucoup d'émotivité, et du côté des Arabes, entre guillemets, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et puis du côté de l'Occident. Et finalement, poser des questions sur des faits, c'était soit briser l'élan populaire ou faire douter de l'élan populaire d'un côté, ou alors de tomber dans la complète conspiration, c'est-à-dire que tout est décidé. Or, il y a une voie entre les deux. Et cette voie entre les deux, elle est déterminante parce que, encore une fois, elle a une conséquence, elle a un impact sur notre façon dont nous gérons la question israélo-palestinienne. Alors j'ai eu des débats avec beaucoup d'intellectuels et j'observe les faits et je suis dans l'obligation de constater qu'après plus d'une année de ces processus de changement, les faits me donnent plus raison que le contraire. Et ça me donne plus raison parce que j'ai essayé d'aborder la séquence historique courte en mettant en évidence que depuis la fin des années 90, début des années 2000, il y ait une donnée objective qu'il faut observer comme elle est. L'administration américaine, comme les Européens, font le constat clair qu'on ne peut pas maintenir le Moyen-Orient dans la situation dans laquelle le Moyen-Orient se trouve. Que cette idée d'aller vers la démocratisation des pays du Moyen-Orient est une idée qui n'est pas de Obama, est une idée qui est explicitement formulée par le président George W. Bush et qui le dit, nous allons, et c'est au nom de cette raison-là qu'il justifie l'intervention, souvenez-vous, en Irak, en disant nous allons démocratiser. Et donc, il faut parfois savoir que l'administration américaine ment, ça on le sait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et que parfois elle dit la vérité. Le plus dangereux avec les politiques, c'est pas qu'ils mentent tout le temps, c'est qu'ils mentent et qu'ils disent la vérité. Et que le processus qui était de démocratisation est une démarche qui a été nécessaire, elle n'est pas voulue par les États-Unis. Mais on a des constats, des faits objectifs. 3 en priorité. Le premier, c'est que les 2 pays dont on nous a parlé et qui commencent le processus, le pays, la Tunisie, comme l'Égypte, sont des pays dont on sait qu'il y a des mouvements qui sont en train de... qu'il y a un mécontentement populaire et que la dictature, les 2 dictatures sont vieillissantes, que Ben Ali est vieillissant, que le régime est extrêmement difficile et que cet étouffement de la population est en train de provoquer, pour l'instant, du contrôle, mais si ça implose, c'est une perte de contrôle absolue et ça peut avoir des conséquences sur toute l'Afrique du Nord. Il y a un autre pays dont les ingrédients sont exactement les mêmes. Que l'Égypte est exactement dans la même situation. Pauvreté, endettement et marginalisation, en plus d'une dictature, où vous avez un fils, Gamal Ouattara, qui est en train de tenir 60% des grandes entreprises et du marché économique. Et il est en train de se diriger vers la Chine.
Et que de ce point de vue-là, non seulement l'Égypte est géostratégiquement capitale pour la question israélo-palestinienne, pour la question américaine, pour la question de toute la région, mais en plus de ceci, par la nouvelle intervention de nouveaux acteurs et opérateurs économiques, dont au premier rang desquels, et j'y reviendrai, la Chine. La Chine, en l'espace de 10 ans, a multiplié par 7 ou 8 ses transactions économiques et commerciales avec la région. Ça devient un acteur déterminant. Quand même que vous sachiez une chose, c'est qu'on nous annonce pour 2020 que le budget militaire de la Chine va dépasser pour la première fois le budget militaire américain. On n'est plus en train de parler d'anciens paramètres. Le déplacement est très très important. Et qu'à partir d'un certain moment, vous avez des données qui sont des données concrètes de la nécessité de changement de politique. À côté de ceci, on en vient au fait. Et on en vient au fait et on voit. Et comprenez bien, parce que je suis très précis sur les choses que j'essaye de dire ici, et pas du tout dans les motifs, parce que ceux qui sont partis en fait de dire, je viens de faire une émission à Dubaï, et ils m'ont présenté comme le conspiration est son mot préféré. Je dis, mais parce qu'ils ont entendu la moitié d'une conférence au Canada. Ils n'ont même pas lu le livre, parce que si vous lisez le livre, vous voyez que c'est beaucoup plus rigoureux que ça. Il faut savoir ce qui est dans l'ordre du contrôle, il faut savoir ce qui ne peut pas être contrôlé. Il y a dans les mouvements populaires en Tunisie, en Syrie aujourd'hui, où on a vu des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses qu'on a préparées. Préparer ne veut pas dire tout contrôler, mais savoir que ça a été préparé, savoir qu'on le savait. Et les faits sont extrêmement troublants. Troublant et même très dérangeant. Ça veut dire qu'en fait, ça nous empêche de penser en rond dans nos optimismes. Il faut prendre du recul et essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'à partir de 2003, des agences américaines, le Freedom House, le International Republican Institute, c'est-à-dire un institut républicain, qui sont tous attachés ou financés par le département américain ou par des grandes entreprises. C'est-à-dire ça peut être Google, ça peut être Yahoo, qui sont des grandes entreprises américaines. Et que vous avez également le Albert Einstein Institution. Vous avez des institutions qui font quoi depuis 2003? Qui préparent des cyberdissidents et des blogueurs à la gestion des services, des réseaux sociaux. C'est Twitter, c'est Facebook. Comment mobiliser? Et vous avez un cas que nous, on n'a pas étudié. C'est comme si on prend les mêmes noms, mais on n'utilise pas les histoires. Si on avait un tout petit peu étudié ce qui s'est passé en 98, en 2000, en Europe de l'Est, et en particulier avec Milosevic, et la façon dont les choses ont été organisées à partir de la maîtrise d'Internet. Et bien on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui s'est mis sur place, qui a mobilisé les services Internet, qui a entraîné des gens, et entraîné des gens à faire quoi? À pouvoir développer une philosophie de la mobilisation non violente. Alors il y a une chose qui est claire, on avait un débat avant-hier avec Popovic. Serge Popovic est le fondateur de Hotport. Hotport, c'est résistance en Serbie. Et qui va ensuite développer en 2004 une association qui s'appelle Canvas. Canvas va former des cyberdissidents de plus de 36 pays, dont 13 du Moyen-Orient. Et il est assis à côté de vous, il dit, moi j'ai aucune idéologie, j'ai formé à la non-violence. Et quand on lui dit, d'où vous vient l'argent, il dit, que par des institutions privées. Il dit, d'accord, moi j'ai aucun doute sur la sincérité de l'homme. Enfin, si, je ne veux pas dire j'ai aucun doute. Je ne remets pas en cause la sincérité de l'homme. Disons les choses comme ça. Je ne veux pas remettre en cause la sincérité de l'homme. Notez que quelqu'un qui me dit, je ne suis que pour la non-violence démocratique et qui me dit, j'ai aucune idéologie, c'est vrai que j'ai déjà un peu. Mais enfin bref. À partir de là, il est en lien et on regarde ce qui se passe et on voit qu'il y a des formations qui sont données. Alors moi je mets tous les noms et toutes les dates. Et quand je l'ai vu, je lui dis, mais en 2000, en 1998 puis en 2000, vous êtes en contact et quelqu'un va vous former qui s'appelle Robert Helwig. C'est vrai ou c'est faux? Il me dit c'est vrai. Cet homme-là, c'est un ancien officier de l'armée américaine. Il me dit oui, mais il est retiré, il est retraité. Et alors? Parce qu'il est retraité, il vient de nulle part. Et qu'à partir d'un certain moment, il l'a formé. Et il l'a formé à la maîtrise des instruments.
cyberdissident.org que vous avez sur forme des dissidents. Et donc moi ce que je dis simplement, c'est que par rapport au printemps arabe, pourquoi je ne parle pas de printemps arabe et pourquoi je refuse le terme de révolution? Parce que je veux qu'on aille beaucoup plus loin que simplement cette vision-là. Et qu'on regarde les faits, que des jeunes vont être formés à la maîtrise des réseaux sociaux, à la maîtrise d'Internet, pour lancer une philosophie de la maîtrise non violente qui s'appuie sur unité, planification et discipline non violente. Tout ça est référencé. Des livres sont écrits et des formations sont données. Serja Popovic, qui est celui qui est le philosophe, qui va se transformer en devenir le philosophe, je suis dit, mais oui, j'ai formé, et j'ai formé ces gens. Et puis ensuite, pour regarder les faits. Septembre 2008, l'ambassadrice américaine, on dit ambassadeur, qui est une femme américaine, envoie une note qui est révélée par la suite par Wikileaks. Elle envoie une note, elle annonce que des jeunes sont en train de se mobiliser pour faire tomber le gouvernement de Moubarak en septembre 2011. C'est-à-dire 3 ans avant. Et, pardon, de 2010 à 2011, 3 ans. Mon ancien prof de maths est là. C'est pas le cas. Et donc, vous avez des données qui font que les gens arrivent en 2010 formés à l'étranger et ils arrivent des États-Unis, sont arrêtés par le gouvernement Moubarak. Ils sont mis en prison. Ils sont arrêtés, on sait d'où ils viennent. Ils viennent pour des formations à cette mobilisation-là. Les jeunes du 6 avril, toute cette mouvance-là, elle va faire une demi-heure d'émission avec El Jazeera où elle va dire exactement comment ça s'est passé. Ils sont partis en Serbie, ils sont partis en Europe de l'Est, ils sont partis en Europe. Ils disent tous les pays avec cette fondation, ils ne disent pas qu'ils sont allés à Washington et qu'ils ont fait une formation. Donc moi, ce que je suis en train de mettre en évidence, c'est que cette idée que les Américains ne savaient rien, oubliez. Cette idée que les grandes entreprises comme Google ne savaient rien, il faut oublier. C'est tellement vrai que Google, quand le gouvernement Moubarak coupe tout accès à Internet, eh bien, Google va donner les codes satellitaires. Wahid Roney, qui intervient à la télévision et qui va fondre en larmes un matin, et qui va mobiliser tout le monde, est le directeur régional des relations pour Google, qui travaille chez Google. Il dit, lui, qu'il n'a aucune idéologie. Donc il faut simplement qu'on prenne pour argent comptant que toutes ces personnes clés n'ont pas de politique. Ils sont simplement sincères pour la liberté. Vous prenez ce que vous voulez, j'ai quelques doutes. Mais je n'ai pas des doutes forcément sur ces personnes, j'ai des doutes sur les personnes qui sont derrière ces personnes. Et c'est ce que j'expliquais à Popovic. Je lui dis, vous me faites penser des fois à certains salafis. Et quoi? Moi, salafi littéraliste. J'ai dit, vous pouvez être idéologiquement très sincère et avoir une très bonne intention, mais derrière vous, il y a des gens qui sont beaucoup moins sincères et qui sont beaucoup plus impliqués en politique et qui ont une vision. Par exemple, j'ai été interpellé par une jeune égyptienne, une blogueuse, qui me dit, mais non, 5 fois de suite, la CIA, elle est venue. Et j'ai toujours refusé, je ne suis allé qu'après. Elle dit, ben merci, vous êtes juste en train de me dire que vous avez des contacts avec la CIA, en fait. Elle dit, oui, mais nous ne sommes pas allés, parce qu'ils voulaient jouer avec nous, nous on a joué avec eux. D'accord, vous avez joué, vous, avec la CIA. À partir d'un certain moment, il faut être sérieux. Et se dire, on a des faits. Et que les Américains, l'administration américaine, elle a aussi, et jusqu'à aujourd'hui, on a des formations qui sont liées à ces éléments. Toute ma question est de dire, est-ce que tout est sous contrôle et tout est sous conspiration? Non. La mobilisation syrienne, elle n'était pas voulue, ni par les Américains, ni par les Européens. C'est le courage des peuples. Et à un moment donné, on a eu pendant 8 mois une position des Américains qui était de dire réformer le pays de l'intérieur. Jusqu'à un moment donné, ce n'était pas possible, mais pendant ce temps-là, les États-Unis commençaient à essayer de trouver quels étaient les opposants possibles avec lesquels on pouvait travailler s'il fallait faire tomber le dictateur. En d'autres termes, on est dans une situation aujourd'hui où, et même en Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a eu des formations en 2010, septembre 2010, c'est-à-dire juste avant la mobilisation. Google organise avec les administrations des grandes compagnies américaines et européennes, organise le plus grand network du Moyen-Orient.
ça se passe à Budapest, c'est Google qui finance. Et donc là, tout le monde le sait, c'est même pas un secret. Donc il finance le network, c'est-à-dire le réseau de l'ensemble de ces cybermissions. Alors, la question que je pose, elle est celle-ci. Elle est de dire, si vous en venez au fait que vous regardez, il y avait aujourd'hui une nécessité pour les Américains de changer de stratégie dans la région et ils vont pousser des jeunes à se former. Maintenant, le point qui est extrêmement important, pour moi et qui est central, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de mobilisation populaire sans l'énergie des peuples, sans le souffle populaire, sans la volonté de changement. Et que ceci, à partir d'un certain moment, vous pouvez pousser à faire tomber, mais vous ne pouvez pas complètement contrôler. Et qu'aujourd'hui, les peuples tunisiens sont en train de nous le montrer, et c'est sans doute le seul peuple qui est en train de pouvoir le montrer maintenant, parce que même en Égypte, la situation est extrêmement complexe, avec le rôle de l'armée, qui n'est absolument pas transparent. On est en train de voir aujourd'hui qu'il y a une volonté de changement au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et qu'aujourd'hui, toute la question, elle va être la capacité des peuples et de leurs leaders à faire en sorte d'orienter ce mouvement-là vers quelque chose qui est leur choix. Que ça ne se peut pas se contrôler si la volonté populaire va dans ce sens-là. Mais si on reste dans cette espèce de béatitude naïve sur les peuples se soulèvent, vive la démocratie, qu'on ne se rend pas compte que le pire qui puisse arriver quand on fait tomber une dictature, c'est d'être une démocratie sous contrôle. Une démocratie sous contrôle, c'est-à-dire qu'on verrouille l'apport économique et on contrôle le gouvernement par l'économie. Je vous ferai remarquer que le président Barack Obama, quand il salue les deux peuples tunisien et égyptien et qu'il fait sa déclaration de Washington, la moitié de son discours est économique. La moitié de son discours est sur la position économique. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et on va injecter 1 milliard en Tunisie et en Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Pour donner la liberté au peuple, parce que pendant 40 ans on a soutenu la baraque, tout à coup on pense que, mais vous vous rendez compte, si le peuple égyptien élit effectivement des gens qui peuvent être aujourd'hui des islamistes, les frères musulmans qui viennent au pouvoir, qui pour Israël, les frères musulmans, c'est les mêmes comme Hamas. Ils vont regarder, ils vont dire vive la liberté, vive notre naïveté. Parce que ça ne peut pas être. À partir d'un certain moment, il appartiendra au peuple de comprendre ceci et à leur leader. Mais à nous, quand on observe, c'est de se dire, ce mouvement populaire, il a une force extraordinaire. Et il faut la saluer, et il faut l'accompagner. Mais la volonté politique de contrôler la formation qui a précédé, la nécessité de changer, et c'est là où j'en viens à un élément important. Pourquoi changer? Pourquoi les Américains sont en même temps des soutiens de Moubarak et poussent les jeunes à se lever? Pourquoi on soutient Ben Ali et on pousse les jeunes? Parce que la donnée que je voulais mettre en évidence, elle est capitale. Un, c'est ce que je vous disais, géostratégiquement et économiquement, les marchés sont bloqués. Pourquoi? Parce que la corruption qui gangrène, regardez, quand vous allez en Tunisie, qu'on vous dit, là, le clan de Ben Ali et de sa femme, là, mais ils avaient mis la main sur tout. Et qu'à partir d'un certain moment, le marché étouffe. Et le marché, c'est la respiration du Nord, le marché du Sud. Il faut qu'on puisse avoir accès au marché. C'est 450 millions de potentiels consommateurs. Donc on ne peut pas les maintenir dans la paupérisation et dans l'explosion potentielle. Pourquoi? Parce que, un, on ne se donne pas accès à l'économie, et deux, on a en face de nous des facteurs d'instabilité qui ne gênent absolument pas les Chinois. Les Chinois, ils ne sont jamais rentrés dans un pays pour demander la nature du gouvernement. La question des droits de l'homme ne les intéresse pas. Ils viennent et c'est l'efficacité économique. Et ils travaillent avec ceci. C'est ce qui a fait en Afrique. Vous allez aujourd'hui en Afrique du Nord, vous allez en Afrique de l'Ouest, ils sont partout avec leur façon de travailler, c'est-à-dire le capitalisme asiatique. On ne fait pas de discours sur l'idéologie, on traduit le pragmatisme économique. Et ça marche. Ça marche tellement qu'ils étaient en train de pénétrer l'économie égyptienne en ne se posant même pas la question de savoir si Gamal Moubarak était légitime ou pas. Tant qu'il a la bourse, on discute avec celui qui a la légitimité de la bourse. Et donc à partir d'un certain moment, on a deux éléments. La géostratégie, le basculement économique vers l'Est. L'Inde
c'est un enjeu stratégique pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une société émergente elle-même, mais parce que vous avez des millions d'émigrés indiens dans la région qui travaillent dans les pétromonarchies et qui travaillent dans les autres pays développés qui ont une présence. Donc l'Inde, elle a un revenu qui vient de cette région-là, qui vient aussi, qui nécessite ces stabilités-là. Vous voyez aujourd'hui sur la question géostratégique beaucoup plus large, ce déplacement vers l'Est, la question géostratégique, et puis en même temps que la question géostratégique, la question économique et la question politique. L'autre chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que le déplacement vers l'Est de cet équilibre économique et géostratégique est un énorme problème pour les États-Unis, pour l'Europe et pour Israël. Pourquoi? Parce que les Chinois, comme les Indiens, n'ont absolument pas un préjugé favorable par rapport aux Israéliens seulement. Pas du tout. Quand il y a le congrès mondial, quand il y a une conférence mondiale qui est organisée à Pékin, les Chinois invitent l'élu du Hamas. Les États-Unis leur tombent dessus, en leur disant, mais ce sont des terroristes. Et eux, ils répondent, ce sont des élus. Et que de ce point de vue-là, il faut entendre une chose, la force du lobby pro-sioniste en Chine, c'est pas ça. Ça n'est pas du tout les États-Unis. Et que le déplacement des relations du monde arabe avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, la diabolisation de Chavez, qui est un pro-iranien, pro-syrien et pro-palestinien, est un drame. Et donc, s'il réussit à déplacer le centre de gravité, nous sommes dans une toute autre logique régionale. Et donc, à un moment donné, il faut que vous ayez tous ces paramètres-là pour dire, là, c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu plus sérieux que simplement un mouvement populaire de libération nationale et puis on est tous contents. Je dis ceci pour bien montrer que le printemps arabe, comme on l'appelle, ces mouvements, ces soulèvements populaires, ce réveil-là, eh bien, nous sommes à un moment clé. Soit les peuples et les leaders réussissent à transformer cette dimension-là en un vrai mouvement régional, et non pas simplement en un mouvement nationaliste, soit on va retomber dans cette démocratie sous contrôle et par la naïveté et de ne pas comprendre les enjeux. Ayant dit cela maintenant, j'aimerais simplement mettre en évidence les liens qu'on peut établir par rapport à ça, au-delà des faits. Donc vous m'avez bien compris, j'espère que je suis assez clair, le livre l'est d'autant plus, j'essaye de faire en sorte de ne pas tomber dans une espèce de délire conspirationniste, mais simplement une analyse objective de ce qu'on savait et de ce qu'on ne savait pas. À côté de ceci, ce que je mets en évidence, c'est qu'à partir de ce que l'on sait, on peut mesurer les marges de manœuvre populaires. Et qu'on cesse de penser que les grandes puissances ont été surpris. C'est-à-dire, les États-Unis ont vu ce qui se passait en Égypte, ont été surpris. Tout ça ne tient pas à l'analyse des faits. Maintenant, toute la question est de savoir quelle est la marge de manœuvre, de liberté, d'autonomie potentielle des peuples et des politiques par rapport à des volontés de contrôle, géostratégiques par des moyens politiques ou par des moyens économiques. N'importe quelle personne qui a étudié les relations de l'Afrique avec l'Europe sait tout simplement les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international à la Banque mondiale, ce ne sont pas des institutions qui travaillent pour l'autonomisation des peuples. Ce sont des institutions qui travaillent pour le contrôle des peuples. Non pas par le politique, après vous pouvez mettre n'importe quoi, mais et puis à un moment donné aussi le traitement à géométrie variable de ces éléments-là, de ces printemps-là. Parce que moi ça fait 20 ans que je dis, enfin 20 ans, non c'est pas vrai, depuis que ça a commencé pratiquement en 97, en 97, ce que je dis, attention, moi je ne suis pas complètement rassuré par Al Jazeera. Je ne suis pas. Je ne pense pas que c'est un contre-pouvoir médiatique. Je pense qu'il y a d'autres enjeux. Or, maintenant, les faits sont présents. Alain Grèche avait écrit un très très bel article montrant l'évolution d'Al Jazeera. Mais là, de ce point de vue-là, c'était extrêmement clair qu'il faut poser la question, cette espèce de contre-pouvoir médiatique. Pour moi, c'est très bien qu'il n'y ait pas que CNN. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas que CNN, l'autre est forcément le positif. La façon dont Al Jazeera a soutenu le réveil
en Tunisie. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'Égypte, sans Al Jazeera, c'est même pas sûr qu'on ait réussi ou qu'on aurait réussi une telle mobilisation. C'était phénoménal. Tous les jours, et ils poussaient. Mais qu'est-ce que vous avez entendu sur Al Jazeera du Bahreïn? Qu'est-ce que vous avez entendu du Bahreïn? Et puis du soutien saoudien au Bahreïn et du soutien qatari au Bahreïn. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une chaîne qui est complètement libre politiquement. C'est une chaîne de l'autre vision, mais sous contrôle. Et donc, ce contrôle-là, il faut le mesurer. Il faut mesurer pourquoi et de quelle nature sont ces contrôles et pourquoi les choses. Et puis la politique du Qatar comme la politique saoudienne dans toute la région. Je veux dire, RAND, qui est une institution américaine, nous annonce, et je l'ai écrit dans un article sur l'équation Salafi, vous pouvez trouver ça sur le site, elle n'est pas dans le livre, elle est sur le site, c'est-à-dire 80 millions de dollars d'investissement d'organisations salafis, qatari et saoudiennes en Égypte, juste avant les élections, pour les organisations salafis, qui en 8 mois passent de la démocratie, c'est du coffre, à faire 24% d'élections. Coffre, ça veut dire d'infidélité, c'est pas islamique. Et ils rentrent aux élections, ils font 24%, pour finir à 18%. Comment ça se passe? Pourquoi cet investissement? Comment soutenir ceux qui font la révolution et soutenir ceux qui sont les plus littéralistes à l'intérieur du mouvement? Qu'est-ce qu'on essaie de diviser? Essayer de mettre les réformistes islamistes en les salafis et l'armée, c'est-à-dire jouer à la division interne. Donc à partir d'un certain moment, ce que j'essaie de relever ici, c'est cessons d'être naïfs sans être paranoïaques. Voilà. Ne pas être naïf, ne pas être paranoïaque. Trouver sa voie entre les deux dans l'analyse objective des faits. Et ça m'amène à juste faire les liens avec la question palestinienne de façon plus claire, et je conclue là-dessus. En mettant en évidence que tous ces pays-là, tout ce qui se passe dans la région, il y a effectivement des facteurs objectifs qu'on retrouve d'ailleurs dans les territoires occupés aujourd'hui, la question de la pauvreté, la question de la corruption et la question de la discrimination et de l'injustice et de l'oppression. Tout ceci était clair. Corruption, pauvreté et dictature, c'est ce que l'on trouve. Et quand ce n'est pas dictature, eh bien, dans les territoires occupés, c'est l'occupation. Une des choses qu'on a vues également, et qui est important, qui sera un enjeu très important, c'est que dans ces mouvements, aujourd'hui, je suis allé effectivement en Tunisie, récemment je viens de revenir du Maroc, j'écoute et je suis avec attention tout ce qui se passe en Égypte, tout ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe effectivement à une pensée révoltée par rapport au gouvernement syrien et fraternel par rapport à ses résistants, quels qu'ils soient, parce que le grand problème aussi de la Syrie, c'est ses divisions internes dans la résistance, ça c'est un vrai problème. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y a un problème dans ces dynamiques-là, il va falloir le résoudre. C'est que tous les mouvements sont nationalistes et pensent à la libération nationale. Et ils sont en train de se battre avec des conflits internes. C'est-à-dire que quand vous êtes en Tunisie, vous voyez bien, c'est difficile déjà de façon interne. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques internes qui sont en train d'essayer de spolier les acquis, ou de les détruire, ou de les diviser. C'est la même chose en Égypte, c'est la même chose au Yémen, c'est la même chose aujourd'hui. Vous avez des défis internes entre l'opposition syrienne. Vous avez des défis en Libye. En Libye, on ne le dit pas, on est au bord de la guerre civile, où vous avez des tribus et des clans qui ne veulent pas rendre les armes. Et donc on est dans des situations internes. Et le pire qui puisse arriver au Moyen-Orient, c'est que les libérations nationales s'enferment dans le nationalisme. Parce qu'on ne sort pas d'une économie sous contrôle si on est uniquement nationaliste. C'est-à-dire que si la Tunisie, c'est comme pour les Tunisiens, le Maroc pour les Marocains, l'Égypte pour les Égyptiens, et que si on n'a pas une nouvelle gestion du rapport sud-sud, c'est perdu. Et c'est ça un des enjeux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on touche l'un des grands problèmes des Palestiniens. C'est que les Palestiniens ont été lâchés par les Arabes parce que les Arabes ne savent pas collaborer avec les Arabes. Les Arabes collaborent avec Washington, ils collaborent avec Londres. Enfin, ils collaborent. Ils s'écoutent. Ils attendent les ordres. C'est comme quand on m'a dit, je mets en évidence dans
savait sur le départ de Ben Ali. Parce que Ben Ali est parti et le temps qu'il est allé, il finit à Riyad. C'est-à-dire, ça a surpris tout le monde, sauf Washington. Vous ne finissez pas à Riyad sans Washington. Mais bon, après, on revient, inductivement, ça a été dit dans le New York Times, ça a été révélé même sur France 2 que les Américains sont impliqués sur la sortie et qu'ils n'ont pas voulu qu'il vienne en France. Et finir, vous pensez que vous pouvez finir à Riyad, cet homme-là peut finir à Riyad sans qu'il y ait des collaborations avec les Américains? Non, il y a un tout petit peu de réalisme politique. Surtout quand on connaît le rôle des États-Unis et la relation avec l'Arabie Saoudite. Mais bref, moi ce que je veux mettre en évidence ici pour aller à ma conclusion, vraiment, parce que j'ai des très longues conclusions, des fois elles sont plus longues que la conférence. Simplement, ce que je voulais mettre en évidence, de faire le lien. Alors, mettre trois choses ici qui nous permettent de faire le lien. Le premier élément qu'on voit au niveau régional, c'est une question qu'il va falloir traiter. Et il faut la regarder pour ce qu'elle est. Jamais de ma vie j'ai été aussi insulté quand pourtant j'ai pris des positions contre un dictateur comme Bachar el-Assad. Et en fait, ça vient de groupes de gens. Alors je reçois sur mon site, vous ne pouvez pas vous rendre compte des insultes, que je suis un vendu, que je viens de révéler mon double discours. S'il ne fallait pas entendre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de toucher avec la Syrie l'une des fractures qui va être un des défis déterminants de la région, c'est la relation chiite-sunnite. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que pendant 50 ans de résistance, ce qui a réussi à unir les sunnites et les chiites a souvent été la question palestinienne. Souvent, par rapport à Israël, les sunnites et les chiites étaient d'accord que c'était une cause commune régionale. Et que là, les choses ont changé, et qu'elles n'ont pas changé simplement avec le printemps ou avec ce qui se passe en Syrie. Elles ont changé à partir de la guerre Iran-Irak, où l'Irak, Saddam Hussein, se présente comme le garant sunnite. Poussé par qui? Par l'Arabie Saoudite et les Américains. Et qu'en face, c'est l'Iran chiite. Et qu'à un moment donné, ça va se développer et on va nous dire, attention, les chiites sont en train de soutenir la frange la plus radicale de l'opposition. Et on établit des liens entre Hamas, l'Iran et qui? Et le Hezbollah. Et qu'à partir d'un certain moment, vous allez avoir l'invasion, et ce qui va se passer en 2006 au Liban. Et qu'à un moment donné, ceux qui vont se présenter aujourd'hui régionalement comme les plus grands résistants à la politique israélienne, symboliquement, par le discours, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte du populisme du discours de Ahmadinejad quand il dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Nous, on peut entendre ça en Occident, on se dirait qu'est-ce qu'il raconte? Vous ne vous rendez pas compte, enfin si vous vous rendez compte, du soutien qu'il a, de l'impact que ça a dans le monde arabe et musulman. Quelqu'un qui ose, avec tout ce qu'ils font aux Palestiniens, lui, il monte à la tribune des Nations Unies et il le dit. Alors on peut se dire, il n'est pas tout à fait équilibré, mais il a raison. Populairement, vous avez des gens qui réagissent comme ça. À côté de ceci, il a raison de le dire, j'entends. À côté de ceci, vous avez la résistance du Hezbollah qui va être une quasi-victoire. Et là, vous avez l'intervention de l'Arabie Saoudite, une fatwa qui dit qu'on ne peut pas soutenir les Libanais parce que ce sont des chiites. Et que pour la première fois, la cause palestinienne devient un élément de fracture supplémentaire. Pourquoi? Parce que les chiites donnent l'impression, sur la scène internationale, d'être les plus grands défenseurs et d'être les plus courageux sur cette question-là, au point de gagner au moment de 2006. Et que ceci, cette réalité-là, quand vous l'apprenez, vous l'élargissez au printemps, ce qu'on appelle le printemps. Et vous essayez de comprendre ce qui se passe en Syrie. La fracture en Syrie, elle est aussi chiite-sunnite. C'est-à-dire que les mêmes qui étaient contre
l'invasion israélienne, le Hezbollah maintenant, ils sont du côté du dictateur. C'est-à-dire, ils sont du côté du dictateur. Pourquoi? L'Iran vient d'annoncer qu'on ne lâchera jamais la Syrie. Pourquoi? Parce que là, vous avez un front qui se détermine non pas simplement politiquement, il se détermine de façon traditionnelle et de façon sectaire. Aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut, si on ne comprend pas que l'un des axes sur lesquels va pouvoir jouer la politique israélienne et la politique américaine dans la région, c'est l'axe de la division à l'intérieur. Ça n'est pas de confronter les musulmans ensemble, parce que là, vous les unissez. C'est jouer sur les divisions internes. Vous le savez, c'est pas nouveau, mais là, ça prend une ampleur où vous avez des acteurs qui vont jouer là-dessus. Alors, ça vient sur la frange chiite-sunnite. Deuxième des choses. Je reviens de Tunisie, effectivement, et certains m'ont dit, au plus haut niveau, j'ai eu une longue discussion avec Monsef Ouarzouki, le président, et des acteurs politiques qui mettent en évidence une chose tout à fait particulière. Ils disent, on est en train de voir apparaître en Tunisie des mouvements salafis qu'on n'a jamais vus. Et ces mouvements salafis littéralistes, on ne les a jamais vus, comme on les voit aujourd'hui en Égypte. Quel est leur rôle, qui les finance et pourquoi? Quel type d'autres divisions est-on en train d'installer? C'est-à-dire d'avoir une pensée littéraliste. Et là, vous les avez. Sans compter que parmi ceux-ci, vous avez des mouvements qui sont plus radicalisés. Et que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Afrique du Nord si vous ne descendez pas maintenant sur ce qui se passe au Mali, au Niger, au Nigeria. Avec tout ce qui est en train de se passer, on est en train de nous annoncer maintenant que Tombouctou est pratiquement assiégé par des mouvements qui sont avec une présence française. Et que quand j'étais au Mali, il y a 2 ans, un jeune de l'armée, c'était 2 jeunes de l'armée, viennent vers moi et me disent on a un cas de conscience. Et les cas de conscience, ils viennent m'expliquer qu'en fait, ils sont avec l'armée malienne, en collaboration avec l'armée française, et qu'ils ont ordre, par rapport à tous les mouvements extrémistes, de ne faire aucun prisonnier. Il faut éliminer tout le monde. C'est-à-dire que, armé ou pas, il faut éliminer. Quand ensuite j'ai entendu la façon dont ils ont suivi les ravisseurs des 2 Français, ils ont éliminé tout le monde, ils sont morts, même les Français sont morts. Et qu'ensuite, le militaire, il me dit, à un moment donné, on était en face d'un groupe, ils étaient désarmés, je n'ai pas pu tirer. On les a pris, on les a emmenés en prison au Bamako. 3 semaines plus tard, ils étaient de nouveau dehors et on a dû les exécuter. Il dit, il y a une politique que je n'arrive pas à comprendre par rapport au terrorisme. 1. La façon dont on gère le terrorisme. 2. La façon dont on gère le littéralisme. 3. La façon dont on gère la fracture chiite-sunnite va être déterminante pour le monde arabo-musulman. Si ça, les Arabes et les musulmans de la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne comprennent pas qu'on jouera sur ces divisions-là, que ça c'est une façon de contrôler aussi, et bien là, vous pouvez faire toutes les révolutions démocratiques, le problème viendra de l'intérieur. Et ça, c'est une... je veux dire, c'est pas nouveau, hein, même Bernard-Henri Lévy le dit. Bernard-Henri Lévy le dit. Maintenant, non, mais on peut rigoler. C'est un agent intellectuel des services de renseignement israéliens. C'est ça. Mais on n'est pas en train de parler avec simplement quelqu'un qui a un farfelu. Non, c'est les informations et les prises de position qu'il a pu avoir, c'est parfois avec des temps d'avance. Et il a une capacité, je veux dire, tout le monde a souri. Et vous avez vu la capacité de l'homme à se positionner dans le jeu en Libye. Vous pouvez dire ce que vous voulez, se moquer de sa pensée, mais il a un rôle très puissant. Et il a des relations qui sont puissantes pour aller jusque-là, quand on lui donne ce rôle-là et qu'on l'expose. Donc, ça c'était la première des choses. Et la question chiite-sunnite. Puis l'autre chose, c'est aussi la division. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle maintenant du printemps et de ces révolutions-là, la colonisation en Israël est un fait, c'est-à-dire la Palestine est en train de disparaître. Et ce que me disait Régis Debray, il dit, moi j'ai pas envie de mourir lâche, donc il faut que j'écrive. Il me dit, c'est fini cette histoire de 2 États. Et le processus de paix, qu'est-ce que c'est? On revient systématiquement avec un peu. Ça continue maintenant. Et que l'élection démocratique, ça va pour les autres. Mais quand on a eu l'élection démocratique dans les territoires occupés, eh bien, on n'y a même pas prêté attention, puis on a puni le peuple. Ces réalités-là, elles sont objectives. Et aujourd'hui, là, ça continue. Et dans ce processus-là, on est toujours dans le mode de la division. Le gouvernement israélien dit aux Palestiniens, mettez-vous d'accord, on ne sait pas avec qui parler.
Oui. Et nous, effectivement, moi, comme quelqu'un qui soutient la cause palestinienne, j'aimerais bien qu'à un moment donné, au minimum, sur les fondamentaux, on se mette d'accord. Donc on les a vus. Et quand ils se mettent d'accord, eh ben, qu'est-ce que dit le gouvernement israélien? Comment vous pouvez vous mettre d'accord avec des islamistes, qui sont des terroristes? Et donc on ne discute pas. Donc dans les deux cas, on ne discute pas. Et dans les deux cas, on ne discute pas, mais on avance notre stratégie. Ce qui est exactement ce qu'avait dit le chef de cabinet de Sharon, c'est-à-dire faire en sorte de monter, mettre en avant un processus de paix qui nous fait gagner 10 ans. Et c'est ce que dit Michel Warshawski, le militant des droits de l'homme qui est opposé à la politique israélienne. Il dit, écoutez ce que vous disent les chefs de cabinet, ils vous disent ce qu'ils vont faire, et ils le font. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on comprenne les responsabilités. Et ça m'amène au dernier point. 1. Si à partir de là où nous sommes, ou si dans les sociétés majoritairement musulmanes, on continue à tomber dans la polarisation, cette idée qu'il faut, regardez, c'est le même combat, ce que vous avez entre Fatah et ce que vous avez avec le Hamas, cette polarisation laïque ou sécularisée et islamiste. Ce que vous avez, vous l'avez en Tunisie, vous l'avez en Égypte, vous l'avez en Libye, vous l'avez partout, on joue sur cette polarisation-là. Soit ces mouvements-là comprennent qu'il n'y a pas d'avenir sans un débat, et c'est pour ça qu'effectivement, quand j'ai vu Moncef Marzouki, c'est là où il est courageux avec les autres forces plutôt laïques, c'est de dire on ne peut pas s'en sortir si on ne discute pas avec les islamistes, et parmi les islamistes, il y en a qui sont ouverts. Il faut que les forces populaires se parlent, et que ce qui a été le mouvement qui faillit en Égypte, c'est-à-dire ça suffit, on fait un front, on fait un barrage uni, pas simplement contre les dictateurs, mais contre ceux qui soutiennent le dictateur et sa politique. Si on ne fait pas ceci, si on ne comprend pas qu'on a des intérêts communs, et qu'à partir d'un moment, on se pose des questions économiques, comme c'est pas le soutien, moi, j'ai aucun problème avec les islamistes sur le plan idéologique et leurs références religieuses. Mon problème, c'est leur libéralisme économique. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème de travailler avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Et que vous écoutez certains, le début de l'islamisme, au début des années 20 et des années 30, ce sont des mouvements de libération, de théologie de la libération. C'est plus le cas. On a évolué aujourd'hui vers des acceptations de l'économie et de l'ordre économique qu'il faut questionner, c'est-à-dire comment aujourd'hui le Moyen-Orient sort de la dépendance économique. Un seul, à mon sens, une seule stratégie, c'est mieux gérer la multipolarité, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire la Turquie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, ne pas les idéaliser mais ne pas les ignorer, et puis montrer aux Américains et montrer aux Européens qu'ils ne sont pas les seuls partenaires, ce déplacement, il faut le faire, la multipolarité économique, c'est ce qui va permettre l'indépendance politique. Si on n'arrive pas à ça, comment? Mais ça, il faut sortir de ces espèces de débats complètement superficiels que nous avons dans le monde arabe sur où est-ce qu'on met dans la Constitution le mot charia, où est-ce qu'on ne le met pas. Je veux dire, à partir d'un certain moment, ce débat-là est un débat formel, formaliste, qui ne dit pas les fondements et les conséquences. Et que c'est la même chose par rapport à la question palestinienne. C'est les mêmes fondements, c'est-à-dire que les fondamentaux, et le peuple palestinien gagnera à voir une émergence de cette multipolarité. Je vous donne un exemple. Moi, je suis très très critique sur la gestion économique de la Turquie. Et je l'ai été très critique, et j'ai beaucoup écouté ce qu'il disait, j'ai beaucoup visité. Oui, je sais, je suis désolé, mais je vais juste dire ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais moi j'étais très critique parce que je voyais que la Turquie, bon, d'abord on les a critiqués, on nous a dit pendant des années ce sont des islamistes, et ils ont montré combien ils avaient été performants du point de vue politique, réélus à 2 reprises. Le Premier ministre, quelqu'un qui, quand il était maire, a lutté contre la corruption, a fait un travail de fond, et même leurs opposants ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'ils ont fait du bien au pays. Et donc, eux, ils ne sont pas rentrés dans le débat, la nature de l'État, la laïcité. Il est même allé en Égypte, il a dit, mais on n'a pas de problème avec ça. C'est pas ça le problème. Et en même temps qu'il disait ceci, moi, mon problème avec lui, c'était la gestion économique, c'est-à-dire entrer en compétition avec l'ordre économique en disant, ben nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la croissance. La capacité, la mobilisation turque au niveau économique a fait que c'est un des seuls pays européens qui arrivait à une croissance à 2 chiffres, presque 10%. Incroyable. Alors,
débat avec un certain nombre d'amis et de gens qui analysaient ceci et ils disaient oui, mais on est complètement dans une espèce de compétition économique, sur la base de la croissance économique. Et que la Turquie, à un moment donné, voulait rentrer dans l'Europe. L'Europe ne veut pas. Ils se sont déplacés plus vers l'Est et ils font mieux que l'Europe. Et aujourd'hui, dans pas longtemps, dans très peu de temps, c'est plus l'Europe qui va avoir besoin de la Turquie que la Turquie de l'Europe. Mais l'autre chose qui m'a vraiment interpellé, c'est de dire c'est vrai qu'ils rentrent dans l'économie mondiale et qu'ils ne la questionnent pas, ils entrent dans la compétition. Et pourtant, et c'est là que c'était intéressant, cela étant, tout ce que vous pouvez lire en français ou en anglais est produit par le ministre des Affaires étrangères turc, lisez-le, Ahmet Davutoglu. J'ai rarement vu une intelligence aussi puissante que ça. Quelqu'un qui a commencé par le pas de conflit à la périphérie et développer une autre vision. Et à un moment donné, moi ce qui m'a intéressé, c'est de dire, c'est vrai qu'il rentre complètement dans l'économie, mais il a développé avec le gouvernement une politique tout à fait intéressante, qui était de déplacement des relations géostratégiques. C'est-à-dire, il pose une vraie question. Est-ce que ça suffit d'être dans la volonté de l'impératif économique sans puissance, ou est-ce que vous ne pouvez questionner l'hégémonie économique que par un nouveau jeu géostratégique? Moi, je pense que c'est une question légitime. C'est en déplaçant la géostratégie que vous pouvez questionner l'ordre économique tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un qui impose au peuple et qui impose au gouvernement, qui fait que finalement vous pouvez avoir un pays démocratique ou un gouvernement démocratiquement élu dans le Sud qui ne fera rien tellement le pouvoir économique les touche. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est un véritable déplacement sud-est. 30, maintenant on est à pratiquement 40 ambassades turques ouvertes en Afrique. C'est-à-dire qu'ils en ont ouvert partout. Ils sont présents, ils développent de nouvelles relations avec le Sud, de nouvelles relations avec la Chine, de nouvelles relations avec l'Inde. Ils sont en train de montrer à l'Europe, vous ne nous avez pas voulu, nous allons devenir centraux dans la géostratégie régionale. Et donc, au moment où il descend en Égypte, Erdogan, il va avec 200 entrepreneurs. Il se déplace en Égypte, il se déplace en Tunisie et ils font des formations de jeunes, des formations. Et toutes ces formations-là maintenant, ils ont ouvert des entreprises, ils sont allés jusqu'en Libye et ils ont investi. C'est-à-dire qu'ils ont cette idée, entrer dans l'ordre tel qu'il est et déplacer le centre géostratégique avec une puissance économique qui est très très forte. C'est assez intéressant. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut être une alternative? Aujourd'hui, c'est en tout cas une tentative d'aller vers la multipolarité. Mais le grand problème avec les Arabes pour les Turcs, c'est que les Arabes se méfient des Turcs. Et que les Turcs se méfient des Arabes. Ils peuvent bien parler de l'unité islamique, mais dans le fait, ça fait 150 ans qu'on a un énorme problème sur les relations turco-arabes. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Encore une fois, il y en a qui préfèrent discuter avec Washington que d'essayer de déplacer le centre de gravité du pouvoir économique. Je vous dis ceci parce qu'il y a un élément qui est très très intéressant et qu'il a compris sur le plan symbolique. C'est que Erdogan, en 4 ans, a complètement changé l'image qu'il avait dans le monde arabe et musulman sur la question palestinienne. Sur 3 points. Le premier, c'est au moment où son pays est en tractation économique avec Israël, qu'ils font même des exercices militaires ensemble, Israël et la Turquie, régionalement. Eh bien, quand s'est passé le massacre de Gaza, à Davos, en Suisse, il se lève et il quitte la salle. Ceci a eu un impact symbolique sur la conscience arabo-musulmane extraordinaire. Deuxième effet, ça a été la flottille. Je vous rappelle simplement une chose, en termes de fait, c'est qu'elle n'était pas soutenue par le gouvernement dans un premier temps. C'est qu'elle est soutenue quand il y a un problème. Dans un premier temps, le gouvernement ne voulait pas. Quand il y a eu un problème, ils s'y sont engagés. Et ils ont récupéré cette histoire par le courage qui a été de dire, eh bien là, de ce point de vue-là, nous allons demander au gouvernement israélien des excuses. Et la position, ça a été des excuses. Et la troisième des choses, c'est de couper les relations quand il n'y a pas d'excuses
Et là, de ce point de vue-là, il est évident que pour le monde sunnite, la position de la Turquie a été extrêmement intéressante parce que c'était l'émergence d'une force. Et aujourd'hui, ce jeu-là, entre promouvoir, et ça c'est très important, la Turquie est derrière tous les mouvements populaires. Elle est très hésitante sur la question syrienne, à cause des relations économiques et surtout géographiques, c'est-à-dire la grande frontière qui vient entre les deux pays. Et puis, d'un autre côté, la question palestinienne. Si aujourd'hui nous ne comprenons pas et que nous n'ayons pas une vision comme ceci globale, et que je peux penser, je peux imaginer qu'après une intervention comme celle-ci, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais, parce que c'est très complexe, le Moyen-Orient, c'est simplement de regarder ceci et de se dire quelles sont les possibilités pour ce que l'on appelle les soulèvements, de devenir des véritables révolutions. C'est un, sortir du nationalisme, deux, développer des relations sud-sud, trois, aller chercher d'autres équilibres, et c'est le seul moyen aujourd'hui. Il faut sortir de l'équation Occident-Moyen-Orient si l'on veut sortir des Palestiniens de l'obsession. Il faut absolument les sortir de cela. Il y a d'autres partenaires aujourd'hui qui sont pro-palestiniens et qui ne sont absolument pas dans l'espèce de l'acceptation du lobby sioniste tel qu'il fonctionne aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires. Il ne peut pas être question pour un président, aussi Obama soit-il, d'être élu si vous prenez une position claire sur la question palestinienne. On peut avoir des mots. Aujourd'hui, Obama, c'est le président des symboles et des mots. Ce n'est pas le président des politiques effectives. Et les Palestiniens n'ont strictement rien gagné. Ils ont perdu du terrain depuis 4 ans aujourd'hui. Donc c'est dans cette perspective-là, complexe, difficile, mais avec un optimisme mesuré, on peut s'engager à avoir des changements au Moyen-Orient. Circuler avec un micro afin de vous permettre de prendre la parole. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être le plus concis, précis, le plus bref, et surtout de rester en rapport avec le sujet. S'il vous plaît, veuillez vous manifester. J'ai déjà une question là, au milieu, en haut, le jeune homme qui lève la main. Bonsoir, monsieur Ramadan. Je voulais vous poser la question sur, en février, il y a eu l'inauguration d'un Parlement juif européen. Et donc, je voudrais que vous nous éclairez avec votre lumière et d'essayer de comprendre pourquoi un Parlement juif européen qui accepte les membres des États membres non européens et qui rentre dans une institution européenne comme dans l'Union européenne. Qu'est-ce que le judaïsme, qu'est-ce que la religion entre dans une union laïque de... Nous allons prendre 2 autres questions et M. Ramadan répondra aux 3 en même temps. Bonsoir, Dr. Ramadan. Bon, je vais poser directement ma question. Pensez-vous que le printemps arabe est le premier pas vers la redécomposition des pays du Maghreb et du Moyen-Orient à travers la supposée démocratisation dans le but de réorganiser le monde, comme l'a déjà annoncé George W. Bush à travers le nouvel ordre mondial? Merci. Bonsoir. Donc, j'ai juste relevé un peu des contradictions dans ce que vous dites par rapport aux États-Unis. Donc, vous avez soutenu les révoltes en Libye.
maintenant en Syrie, mais vous savez très bien que la Syrie a longtemps été un ennemi de Washington, que d'autres gouvernements comme Chavez soutiennent encore la Syrie. Et donc je voulais avoir votre position là-dessus. Pourquoi vous soutenez la révolte en Syrie? Et pourquoi aussi en Libye, qui sont des cas très différents de la Tunisie et de l'Égypte? Vous avez parlé de la géopolitique et ça a commencé à changer. Et donc, vous savez, la Syrie a longtemps été un ennemi des États-Unis. Elle est toujours d'ailleurs. Donc, ça c'était déjà une des contradictions. Donc, vous soutenez une des révoltes en Syrie, alors que déjà le régime syrien. C'est juste ça ma question. Alors, le Parlement juif européen, et quel est le... Écoutez, il y a beaucoup d'initiatives au niveau des nations comme au niveau européen qui sont liées à des regroupements et qui existent. Bon, moi, je ne connaissais pas l'existence d'un Parlement juif. Je ne connaissais pas cette existence spécifique qu'il y a eu la création d'un Parlement juif. Est-ce que c'est un Parlement religieux qui réunit des représentants religieux des différents pays? C'est une chose. Est-ce que, et je pense que ça sera ça plutôt, je verrais ça comme ça, plutôt qu'un Parlement politique. Maintenant, en Europe, comme aux États-Unis, comme dans les différents pays, vous avez bien entendu des groupes d'influence qui, d'une façon ou d'une autre, soit sont dans le lobbyisme qui est accepté aux États-Unis. Il n'y a absolument aucun problème aux États-Unis d'être un lobby. AIPAC, c'est un lobby qui impose une espèce de pression parfois, par ses soutiens, par son idéologie. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres façons de le faire, qui ne sont pas forcément des lobbies en tant que tels, mais qui ont une influence phénoménale. Alors, c'est là où nous, ça c'est ma position de principe, il faut qu'on soit extrêmement clair. Il faut qu'on soit extrêmement clair. C'est-à-dire que la position qui est liée à la religion juive ou au judaïsme doit être extrêmement claire du point de vue citoyen, du point de vue islamique, comme du point de vue philosophique général. C'est-à-dire le refus catégorique de l'antisémitisme, la reconnaissance de la souffrance des Juifs lors de l'extermination. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il faille reconnaître ceci. Reconnaître que c'était inacceptable, intolérable et à condamner. Il faut même l'étudier, cette histoire, parce qu'elle fait partie de la conscience européenne. Bien sûr que ça fait partie de la conscience européenne, et qu'il faut l'étudier. Ayant dit cela, et en l'ayant dit de façon claire et déterminée, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. Ce que disait Finkelstein dans son ouvrage « L'industrie de l'Holocauste » est aussi vrai, c'est-à-dire la reconnaissance des faits historiques ne justifie pas qu'on utilise ces faits pour empêcher les gens dans la critique de ce que peuvent faire des gouvernements qui se réfèrent à la religion juive ou qui disent qu'Israël, le caractère juif de l'État d'Israël ne se discute pas. Donc, refuser l'instrumentalisation de l'histoire après l'avoir reconnu que cette histoire est à condamner et à connaître et à condamner, ça c'est un. Et puis la deuxième des choses que je voulais mettre en évidence ici, c'est faire une grande différence entre ces institutions qui représentent la tradition juive, en disant mais moi j'ai aucun problème dans le dialogue interreligieux, dans la reconnaissance de la tradition. Mais là où il faut avoir une position claire, c'est toutes ces institutions qui, au nom de l'appartenance à la religion, demandent à leurs adhérents d'être totalement en soutien avec la politique israélienne. Alors ça, c'est vrai. Et ça, c'est la différence qu'il peut y avoir entre le consistoire en France, qui est strictement religieux, et le CRIF. Mais le CRIF, c'est phénoménal, le CRIF. Quand ils font une soirée annuelle, vous avez 16 ministres qui vont manger. 16 ministres, dont le premier, et même le président. Mais attendez, et c'est les mêmes qui
tiennent des propos à des moments donnés qui font de la propagande. Ils font de la propagande aux États-Unis comme ils font de la propagande en Israël. La France devient de plus en plus antisémite et qui joue donc sur les relations. Et c'est une position, le président du CRIF aujourd'hui, c'est une position pro-israélienne, mais dès que vous dites quelque chose, vous dites ah voilà, on vous a eu, parce que vous êtes antisioniste, en fait, antisioniste, ça veut dire antisémite. Et là, ça c'est du chantage. C'est du chantage et il faut de ce point de vue-là le refuser, mais il faut le refuser dans la clarté. C'est-à-dire qu'il faut dire là où commence notre argumentaire, là où se situe nos positions, et puis à partir d'un certain moment, il faut faire. Alors, ce Parlement, moi, au lieu de dire je suis pour ou je suis contre, j'aimerais savoir quels sont ses membres, quelles sont ses conditions, ses prérogatives et ses objectifs. À partir de là, je peux en dire quelque chose. Si c'est religieux, j'ai aucun problème. Si ça va être un espèce de travail à partir de l'intérieur de l'Europe pour influencer les relations, les accords qu'il y a entre l'Union européenne et Israël, pratiquement d'Israël, un pays quasiment européen, dans les privilèges et dans les acquis. Donc après on nous dit oui, c'est parce que les pays arabes ne veulent pas, donc comme ils ne pouvaient pas s'intégrer dans la région, on l'a intégré, c'est comme au football, c'est pour ça qu'ils participent à la Coupe d'Europe. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça tient aussi à nous. Ça tient à nous. On est, désolé, les citoyens européens, de ce point de vue-là, on a une capacité à se laisser gruger, à accepter ces politiques, à accepter ces logiques, à accepter la politique émotionnelle dans laquelle on nous enferme et qui n'est pas acceptable. Dans la façon dont vous avez posé la question, il y avait déjà implicitement la réponse, votre réponse, c'est-à-dire que ce que vous pensez, c'est que ce que vous avez l'air de penser à l'écoute de votre question, c'est qu'il y a dans tout ce processus-là quelque chose qui est une façon de redessiner le Moyen-Orient, toujours au nom des mêmes intérêts. Non, moi je suis moins pessimiste que ça et moins en accord avec l'idée que tout est sous contrôle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous savez, dans la discussion qu'on avait avec Popovich, qui disait, mais nous on est pour la mobilisation populaire et les peuples peuvent faire quelque chose. C'était évident que du point de vue politique, il faisait mine de vouloir enlever tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Il faisait mine où il ne voyait pas. Parce qu'il se dit, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire. Et puis il disait, oui, mais les Américains, je ne suis pas forcément pro-américain, ils ont presque tué ma maman avec leur bombardement. Donc il jouait sur ces éléments-là. Mais il y a une chose dans ce qu'il dit qui est vrai. C'est qu'à un moment donné, quand le peuple descend et qu'il s'aperçoit du pouvoir qu'il peut avoir, là, vous vous rendez compte qu'il y a des potentialités incroyables. C'est-à-dire que, alors, toute la question de savoir est-ce que ça peut se faire, est-ce que ça